Alors, si on prend un peu de recul, si je puis dire, cette division des temps, comment est-ce qu'elle s'organise dans l'univers? Ça veut dire que est-ce que le temps est linéaire, finalement, notre temps, ou est-ce qu'il y a des phénomènes de contraction, d'accélération? Il y a un phénomène de cycle, il y a un cycle de dédoublement du temps. Ceci correspond d'ailleurs au cycle de précession des équinoxes, qui est de 25 000 ans. Nous avons un système solaire qui permet de dédoubler le temps. Nous avons 6 espaces doubles dans notre système solaire qui divisent le temps 7 fois. Nous avons 7 temps différents dans notre système solaire. Et tous les systèmes stellaires suivent cette loi. Ça ne veut pas dire que tous les systèmes stellaires ont les mêmes planètes, mais tous les systèmes stellaires ont cette loi du dédoublement du temps, avec un commencement du dédoublement des temps, une fin du dédoublement des temps, que les anciens appelaient d'ailleurs la fin des temps, qui n'a rien à voir avec la fin du monde. Et ça n'a rien à voir, mais c'est la fin du dédoublement des temps. C'est la fin d'un cycle de 25 000 ans, il y en a une succession comme ça. Ce qui est intéressant à ce sujet-là, c'est de savoir que, généralement, il y a des phénomènes qui s'effectuent à chaque fin de cycle. Et que, par exemple, tous les 75 000 ans, tous les 3 cycles de 25 000 ans, il y a ce qu'on appelle un étranglement, et on note que 99% des espèces disparaissent de la Terre. Alors, la bonne nouvelle, c'est tous les 75 000 ans. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la dernière fois, il y a 75 000 ans. D'accord, donc là, on a beaucoup parlé de démonstration, d'explication au niveau scientifique. On va voir qu'il y a une application quand même pour tout un chacun. C'est ce principe vital qui a été mis en évidence et dont on va parler maintenant. Vous expliquez que toutes les particules sont dédoublées. Et comme vous dites, nous sommes un sac de particules, donc nous sommes aussi dédoublés. C'est ça, oui. Nous sommes un sac de particules, c'est exact. Donc il faut savoir que si nous sommes ce sac, il y a un sac de particules dédoublées. Et l'intérêt du dédoublement, c'est de savoir que nous avons un double. C'est quand même curieux de voir que dans l'Antiquité, que ce soit les Sumériens, les Grecs, les Égyptiens, ce double n'était jamais mis en cause. Il existait, il était même en Égypte par exemple, ça s'appelait le Ka, en Dorique aussi, ça s'appelait le Ka. C'est le cas de le dire. Et depuis 2000 ans, on n'en parle plus. Pourtant, vous avez 2 évangiles, dont l'un vient d'être ressuscité, qui s'appelle l'évangile de Judas. Vous avez aussi l'évangile de Thomas, qui parle du double. Comment se fait-il que nous n'avons plus aucun écrit actuel certifiant l'existence de ce double? Pourtant, toute l'Antiquité ne vivait qu'en fonction de ce double. Car l'Antiquité vivait en allant chercher le futur avant de le vivre. Ce double, il nous sert en fait à explorer les 3 temps, en fait. Et comme vous dites, les anciens connaissaient cela, alors les Grecs, il y a une anecdote assez amusante au sujet de ce gouverneur qui voulait prendre une ville et qui démontre que c'était utilisé en fait de façon quasi quotidienne. Oui, ça c'était une anecdote sumérienne. 2 villes qui rentrent en guerre parce que l'une veut prendre l'autre. Donc il y a le gouverneur d'une ville qui va trouver le gouverneur de l'autre ville et qui lui dit voilà, je vais venir prendre ta ville. Donc il lui dit oui, tu reviendras, mais je vais d'abord consulter les dieux. Vous imaginez ça de nos jours. Donc il revient quelques temps après. Oui, on a consulté nos dieux, donc tu peux prendre la ville, c'est d'accord. Et l'autre il dit ben non, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je veux c'est ton blé. Le reste tu peux le garder. Alors il est parti avec le blé. C'était quand même bien de consulter les dieux de façon à ne pas avoir de catastrophe. Pourquoi on consultait dans l'Antiquité le futur? Parce qu'ils connaissaient la loi. La loi s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga. On consultait le futur. Une autre illustration, parce que je trouve que c'est très révélateur et que ce n'est pas simplement le pourtour méditerranéen qui connaissait ça. Les aborigènes, par exemple, s'en servaient aussi. Oui, les aborigènes ont une tradition de futur qui est absolument sensationnelle, puisque même de nos jours, ils utilisent encore une espèce de téléphone portable avec l'invisible. Vous avez une histoire authentique assez surprenante d'une femme qui va mourir. Son fils, qui est à des milliers de kilomètres de là, reçoit l'information « Je vais mourir, il faudrait que tu viennes me voir ». Comme ça, par intuition. Et l'enfant répond à sa mère « Oui, mais attends, moi j'ai 10 kilomètres à faire, il faudrait que tu attendes ». Et la femme dit ben, « D'accord ». La mère dit « D'accord, je vais attendre que tu viennes pour mourir ». Ça se passe comme ça.
et il n'y a aucun téléphone. Mais c'est comme s'ils avaient le téléphone. Mais il y a une autre chose qui est plus intéressante, mais là ça ne se fait plus, c'était les combats entre tribus aborigènes. Ils avaient décrété que le premier blessé était dans le camp des vaincus. Donc on commençait à lancer les flèches et tous les objets possibles et imaginables. Dès qu'il y en avait un qui était blessé, le combat s'arrêtait. Le vainqueur était celui qui n'avait pas de blessé, qui n'avait pas eu le premier blessé. Le préalable, quand même, ils en sont venus là en se disant plutôt que de faire la guerre et d'avoir des dizaines ou des centaines de morts, il y a un affrontement, et le premier blessé, la guerre s'arrête, voilà. Déclare le camp des vaincus. Et ils ont été plus loin, puisqu'ils se sont dit pourquoi faire la guerre? Et on n'a qu'à le voir dans le futur qui va gagner. Donc, on interrogeait par le futur, on voyait, tiens, c'est toi qui vas être blessé, donc, c'est toi qui es dans le camp des vaincus. Et tout le monde acceptait ça. Et pourquoi on acceptait ça? Parce que tout le monde savait que c'était une loi, et que nous ne sommes que des actualisateurs d'un futur préexistant. Et que ce futur, nous l'avons fabriqué à l'avance, et nous ne faisons que le vivre. Alors, l'intérêt, c'est peut-être de pouvoir le changer avant de le vivre. Voir le futur avant de le vivre pour le changer s'il ne nous convient pas. Un bon voyant, autrefois, était un voyant qui voyait les dangers et qui s'arrangeait pour que ces dangers n'existent pas. Donc, un bon voyant était celui qui voyait des dangers qui n'arrivaient jamais. Avec cette publicité, ça ne marcherait pas beaucoup de nos jours. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a presque l'effet contraire. C'est-à-dire que le voyant incrémente dans l'esprit de celui qui vient de voir le fait qu'il va se passer telle chose, et donc il ne manque pas de fabriquer, s'il croit à son voyant, ce futur. Il se crée un potentiel qui finalement va se réaliser. Il le fabrique avec le voyant. Mais un voyant peut aussi voir des bonnes choses à réaliser. À ce moment-là, il peut engager son client vers une bonne voie. Le voyant n'est pas simplement celui qui voit des dangers qui n'arrivent jamais, mais qui peut voir aussi des bonnes choses qui pourraient arriver si on fait ce qu'il faut pour l'actualiser. Donc préparer un futur pour le vivre est une chose normale pour celui qui connaît la loi. Ensuite, en ce moment, il faut savoir une chose, c'est que nous vivons la fin d'un cycle et que cette fin du cycle nous ouvre toutes les portes du futur. Et que nous avons la capacité actuelle de modifier notre futur à chaque instant, ce qui n'était pas du tout le cas il y a simplement un siècle. Ce n'est que depuis l'explosion solaire du 13 mars 89 que nous avons cette possibilité-là, à savoir modifier le futur à chaque instant. Chaque instant, nous fabriquons un futur, c'est écrit, comme disait Mahomet, tout est écrit, mais maintenant nous avons la gomme. Nous pouvons effacer le futur que nous avons créé. Donc il est intéressant quand même d'arranger notre futur avant de le vivre. Et tout le monde peut le faire.